Recueil de contes populaires slaves, traduit par Louis Léger. L'esprit du mort, conte polonais. Un pauvre clerc se rendant à la ville rencontra sous les murs près de la porte le corps d'un homme qu'on avait négligé d'enterrer. Il n'avait pas grand-chose dans sa bourse, mais il le donna volontiers pour qu'on l'enterrât et qu'il pût échapper aux insultes des passants. Il dit des prières sur la tombe récente et continua ensuite de voyager par le monde. Le sommeil le saisit, dans un bois de chêne, il s'endormit. Quand il se réveilla, il vit avec étonnement que sa poche était remplie d'or. Il remercia la main inconnue à laquelle il devait ce bienfait et arriva auprès d'une grande rivière qu'il lui fallut traverser en barque. Les passeurs ayant vu son or le prirent dans leur barque, et au beau milieu du courant, le jetèrent à l'eau après l'avoir dépouillé. Tandis que le flot l'emportait évanoui, il saisit par hasard une planche qui le soutint et lui permit d'aborder heureusement au rivage. Ce n'était pas une planche, c'était l'esprit du mort qui l'avait enseveli. Il lui parla en ces termes. « Tu as honoré mes restes. Je veux t'en témoigner ma reconnaissance. Je veux t'apprendre comment on peut se transformer en corneille, en lièvre et en chevreuil. » Le clerc se remit en voyage. Il finit par arriver à la cour d'un puissant roi qu'il accepta parmi ses archers. Ce roi avait une fille fort belle. Elle demeurait dans un château de bronze au milieu du Nil et possédait une épée de telle force que celui qui la possédait pouvait vaincre les armées les plus considérables. Mais comment avoir cette épée ? Personne n'avait encore pu pénétrer dans l'île solitaire. Précisément à ce moment, les ennemis attaquaient les frontières de notre roi. Il avait grand besoin de l'épée victorieuse. Mais comment l'obtenir ? Il fit annoncer partout que celui qui apporterait l'épée victorieuse obtiendrait la main de sa fille et serait l'héritier présomptif du royaume. Personne n'osait se présenter. L'étudiant l'osa cependant. Il alla trouver le roi, lui demanda une lettre pour la princesse, afin qu'elle lui livrât l'arme redoutable. Tout le monde s'étonna, et le roi remit la lettre demandée. L'archer prit son chemin à travers une forêt, ignorant tout à fait qu'un autre archer suivait ses traces. Pour aller plus vite, il se changea successivement en lièvre et en chevreuil, et arriva sans perdre de temps au bord de la mer. Alors, il se changea en corbeau, traversa les flots à tire-d'aile et ne se reposa que lorsqu'il fut arrivé dans l'île. Il entra dans le château de bronze et donna à la princesse la lettre de son père et la pria de lui remettre l'épée victorieuse. La belle princesse regarde curieusement le jeune archer. Du premier coup, il a conquis son cœur. Elle lui demande avec intérêt comment il a pu pénétrer dans ce château qui, entouré d'eau de tous côtés, n'a pas vu d'homme depuis tant d'années. L'archer lui apprend alors qu'il connaît des formules mystérieuses grâce auxquelles il peut se changer en chevreuil, en lièvre et en corneille. Elle lui demande alors de se changer sous ses yeux en chevreuil. Sitôt dit, sitôt fait. Le joli chevreuil gambade et caresse la princesse. Elle, pendant ce temps-là, lui arrachait sans qu'il s'en aperçût une touffe de poils sur le dos. Ensuite, il se changea en corneille noire et se mit à volter par la chambre. La princesse lui arracha, sans qu'il s'en aperçût, quelques plumes de ses ailes. Quand il se fut changé en lièvre, elle arracha également une touffe de ses poils. Ensuite, elle écrivit une lettre à son père et remit l'épée au messager. Il retraversa la mer en corneille, courut en chevreuil jusqu'à la forêt et traversa la forêt en lièvre. L'autre archer était resté dans la forêt pour les pieds. Il vit le moment où il se changeait en lièvre. Il tendit son arc, mit une flèche et le tua. Il lui enleva la lettre et l'épée. Arrivé au château, il les remit au roi, en même temps qu'il demandait la récompense promise. Le roi, transporté de joie, lui accorde aussitôt la main de sa fille, saute à cheval et part en guerre contre les ennemis. À peine a-t-il aperçu les étendards qu'il brandit l'épée aux quatre vents. À chaque mouvement, les rangs ennemis tombent. L'arrière-garde, prise de terreur, s'enfuit au galop. Le prince revient joyeux, avec un butin considérable, et il fait venir sa fille pour la donner en mariage à celui qui a porté l'épée. Déjà, on prépare la noce. Les musiciens jouent.
Le château brille de 1000 lumières. Seule, la princesse est triste. L'archer qu'on lui destine n'est pas celui qu'elle a vu dans le château, mais elle n'ose pas demander à son père ce qu'il est devenu. Elle pleure en cachette, et son cœur est bien agité. Cependant, le pauvre clerc tué dans sa peau de lièvre était resté sous un chêne de la forêt. Tout à coup, il est réveillé de son sommeil de mort. Devant lui se dresse un esprit, celui de l'homme dont il a enseveli les restes. L'esprit lui rappelle ses aventures, le rend à la vie, et lui dit « Demain ont lieu les noces de la princesse. Cours au château, le plus vite possible. Elle te reconnaîtra bien, ainsi que l'archer qui t'a tué traîtreusement. » Le jeune homme s'élance. Il entre, le cœur tremblant d'effroi, dans la grande salle où les convives sont déjà réunis. La princesse crie de joie et s'évanouit. Le meurtrier pâlit de terreur. Alors le jeune homme raconte l'infâme trahison de son camarade, et pour justifier son récit, il se change en chevreuil et vient caresser la princesse. Elle lui remet sur le dos la touffe de poils qu'elle lui a naguère arrachée. Cette touffe s'adapte et repousse aussitôt. Il se change en lièvre et les poils s'adaptent et repoussent de même. Tout le monde s'étonne. Tout à coup, il se transforme en corneille. La princesse lui adapte les plumes qui repoussent encore. Le roi, à cette vue, ordonne le supplice du perfide archer. On amène 4 chevaux sauvages, on les fouette avec fureur. En un moment, le misérable est écartelé. Ainsi, l'ancien clerc obtint la main de l'adorable princesse. Tout le château fut en liesse. On but, on mangea avec transport, et la princesse ne pleura plus, car elle avait celui qu'elle aimait. La misère. Conte polonais. Un laboureur très pauvre avait une fille fort jolie. Le propriétaire du village, un riche célibataire, en devint amoureux et voulut l'épouser à tout prix. Mais la jeune fille ne pouvait le souffrir, et les parents ne voulaient en aucune façon consentir au mariage. Le maître, pour se venger, les tourmentait de toutes les façons, exigeait de toute espèce de corvée, les faisait bâtonner à la moindre occasion. Le laboureur finit par perdre patience et résolut de quitter le village avec toute sa famille. Dans la chaumière qu'il avait habitée jusqu'alors, on entendait sans cesse piauler je ne sais quoi derrière le poêle. Ils avaient bien souvent cherché ce que cela pouvait être. Ils avaient retourné le foyer sans dessus-dessous, mais ils n'avaient rien pu trouver. Le jour de leur départ, en enlevant leur pauvre mobilier, ils entendirent derrière le poêle un bruit de plus en plus fort. Tandis qu'ils prêtaient l'oreille, crac, crac, voici que sort du foyer une figure maigre et pâle, d'ailleurs, en somme, une assez jolie fille. « Quel diable cela peut-il être » s'écrie le père. « Juste ciel » s'écrie la mère et tous les enfants. « Je ne suis pas le diable » s'écrie la frêle créature. « Je suis votre misère. J'ai appris que vous déménagiez. Il faut que vous m'emmeniez avec vous. » Le laboureur n'était pas bête. Il réfléchit un moment. Au lieu de chercher à étrangler sa misère, elle était si fine et si leste qu'il ne lui aurait certainement rien fait, il s'inclina profondément devant elle. « Madame, lui dit-il, puisque vous vous plaisez tant avec nous, accompagnez-nous. Mais comme vous voyez, nous faisons nous-mêmes notre déménagement. Soyez assez bonne pour nous aider un peu. » La dame y consentit et voulut prendre quelques légers ustensiles. Mais le laboureur les donna aux enfants et lui dit qu'il avait oublié dans la cour un billot qu'il lui fallait aussi emporter. Il courut dans la cour, ouvrit le billot d'un coup de hache et pria poliment la misère de l'aider à enlever cet objet si lourd. Elle ne savait comment s'y prendre. Le laboureur lui montra la fente, elle y mit ses doigts longs et fins. L'autre, tout en feignant de l'aider, enleva brusquement sa cognée. Les doigts longs et fins restèrent pris dans le bois. Elle eut beau crier, gémir, se démener, rien n'y fit. Le laboureur rassembla à la hâte tout son mobilier, partit, et se garda bien de jamais revenir en cet endroit.
Il fut désormais très heureux et devint bientôt le plus riche paysan du village où il était allé s'établir. Sa fille épousa le fils d'un honnête voisin, un beau et brave garçon. Tous vécurent en joie. Le seigneur de l'ancien village, l'oppresseur des misérables, eut un tout autre destin. Voulant distribuer les maisons vides à de nouveaux habitants, il vint visiter celle que notre laboureur avait habitée. Qui trouva-t-il ? Une pâle fille, qui se débattait en vain, les doigts pris dans un billot. Il eut pitié d'elle, enfonça un coin dans le bois et la délivra. À dater de ce jour, la pâle misère ne quitta plus son libérateur. Malgré son âge, il en devint amoureux. Pour elle, il gaspilla si bien toute sa fortune qu'il devint pauvre à son tour. La montre enchantée. Conte bohème. Il y avait une fois un homme fort riche qui avait 3 fils. Il envoya l'aîné courir le monde. Le garçon resta 3 ans parti. Puis il revint, superbement vêtu, et son père, pour le récompenser de sa belle conduite, donna en son honneur un grand festin auquel tous les parents et amis furent conviés. Après ce festin, le second frère pria le père de le laisser aller par le monde. Le père s'en réjouit, lui donna largement de quoi faire son voyage, et lui dit « Si tu te conduis aussi bien que ton frère aîné, je te ferai honneur comme à lui. » Il promit à son père de faire tous ses efforts. Sa conduite pendant 3 ans fut très convenable, puis il revint, superbement vêtu, et le père fut si content qu'il lui fit un festin encore plus splendide que le dernier. Le 3e frère était le plus sot. On l'appelait Génic. Il ne faisait rien à la maison que de se salir aux cendres du poêle. Il demanda aussi à son père la permission d'aller courir le monde pendant 3 ans. Le père lui dit « Va, si tu veux, imbécile, que pourrais-tu gagner en route ?» Il ne fit point attention aux objections paternelles et obtint la permission de partir. Le père le laissa partir avec une très grande joie, heureux de s'en débarrasser. Il lui donna même une belle somme pour le voyage. Une fois en route, Génic arriva dans une prairie où il vit des bergers en train de tuer un chien. Il les pria de ne pas le tuer, mais de le lui donner. Ils lui en firent cadeau. Il continua sa route et le chien le suivit. Un peu plus loin, il vit un chat qu'on allait tuer. Il demanda sa grâce et le chat le suivit. Enfin, dans un autre endroit, il sauva de même un serpent dont on lui fit cadeau. Et les voilà partis tous 4, le chien derrière Génic, le chat derrière le chien et le serpent derrière le chat. Le serpent dit à Génic « Va partout où j'irai. » À l'automne, à l'époque où les serpents se cachent dans leurs trous, le serpent alla trouver son roi, le roi des serpents. Il dit à Génic « Mon roi va me faire des reproches de ce que je suis resté si longtemps dehors. Tout le monde est déjà rentré chez nous et je suis en retard. Je raconterai que j'ai été en danger et que sans toi, j'aurais perdu la vie. Le roi te demandera ce que tu veux pour récompense. Demande-lui la montre qui est pendue au mur. Elle a des vertus merveilleuses. Il te suffira de la frotter pour obtenir la chose à laquelle tu penseras. » Sitôt dit, sitôt fait. Génic obtint la montre en question. À peine sorti du trou, il voulut éprouver la vertu du talisman. Il avait faim. Il gratta la montre. Il pensait qu'il serait bien agréable de trouver sur la prairie un bon morceau de pain, un bon morceau de viande et un seutier de vin. En un instant, tout cela fut devant lui. Vous jugez de sa joie. Le soir vint, Génic frotta sa montre et pensa qu'il serait bien agréable d'avoir une chambre. Dans la chambre un lit, et dans le lit de bons matelas, sans oublier une table avec un beau souper. En un instant, tout cela fut devant lui. Après souper, il se coucha et dormit jusqu'au matin, ainsi qu'il sied à un honnête homme.
Puis il retourna chez son père en se réjouissant fort à l'idée du festin qui l'attendait. Mais comme il revint dans les vêtements avec lesquels il était parti, son père ne fit rien pour lui. Il était en colère. Génique s'en alla près du poêle et se salit de cendres tout à son aise. Le 3e jour, il commença à s'ennuyer, sortit et frotta la fameuse montre. Il pensa qu'il lui serait bien agréable de voir apparaître une maison à 3 étages. Dans cette maison, des tables superbes, et sur ces tables, la vaisselle la plus magnifique. Vous pensez, si la maison fut bien garnie. Génique alla trouver son père et lui dit « Tu ne m'as pas offert de festin, permets-moi de t'en offrir un, et viens voir un peu ma vaisselle. » Le père fut bien étonné. Il voulut savoir d'où cette fortune était venue à son fils. Génique ne lui répondit pas, mais il l'invita à convier les amis et les parents à un grand festin. Le père invita tout le monde, et tout le monde fut bien étonné de voir tant de luxe, tant de vaisselle et tant de beaux plats sur la table. Après le premier service, Génique pria son père d'aller inviter le roi et la princesse, sa fille. Il frotta la montre et pensa qu'il lui faudrait un carrosse à 6 chevaux. Le carrosse tout orné d'or et d'argent, les harnais tout flambant d'or et d'argent. Le père n'osa point s'asseoir dans le carrosse royal, mais il alla à pied inviter le roi et sa fille. Ils furent bien étonnés de la beauté du carrosse et y montèrent pour aller au festin de Génique. Génique frotta la montre et souhaita que, sur un espace de 6 milles, la route fût pavée de marbre jusqu'à sa maison. Qui fut bien étonné ? Ce fut le roi. Il n'avait jamais voyagé sur une si belle route. Génique, en entendant arriver le roi, frotta la montre et souhaita d'avoir une maison plus belle encore, à 4 étages, avec des ornements d'or, d'argent, de damas, des tables merveilleuses, et sur ces tables, des mets qu'aucun roi n'avait encore goûtés. Le roi, la reine, la princesse furent bien étonnés. Jamais on n'avait vu si beau palais, et jamais on ne vit si beau festin. Au dessert, le roi demanda au père de Génique de lui donner son fils pour gendre. Sitôt dit, sitôt fait. La noce eut lieu aussitôt. Le roi partit pour son palais et laissa Génique avec sa femme dans la maison enchantée. Génique ne brillait point par l'esprit. Au bout de peu de temps, il déplut à sa femme. Elle lui demanda par quel pouvoir il pouvait bâtir des palais et se procurer tant de choses précieuses. Il lui raconta l'histoire de la montre. Elle ne rêva plus qu'à lui enlever le précieux talisman et réussit. Une nuit, elle prit la montre, la frotta et souhaita d'avoir aussitôt un carrosse à 4 chevaux. Elle partit dans ce carrosse au palais de son père. Elle y rassembla quelques suivantes, les mit en carrosse et gagna le bord de la mer. Là, elle frotta la montre et pensa qu'elle voulait jeter sur la mer un pont et bâtir au milieu de la mer une maison magnifique. Sitôt dit, sitôt fait. La princesse entra dans la maison, frotta la montre et le pont disparut aussitôt. Génique, resté seul, fut bien penaud. Son père, sa mère, ses frères, tout le monde se moquait de lui. Il ne lui restait plus que le chien et le chat auxquels il avait autrefois sauvé la vie. Il les prit avec lui et s'en alla, loin, bien loin, car il ne voulait plus vivre avec sa famille. Il arriva à de très grands déserts et vit des corbeaux qui volaient vers une montagne. Un autre corbeau survint, et ses frères lui demandèrent pourquoi il s'était attardé si longtemps. « Voici l'hiver qui arrive, disait-il. Il est temps d'émigrer vers d'autres contrées. » Il leur raconta qu'il avait vu, sur la mer, une maison merveilleuse et telle qu'il n'en avait jamais rencontrée. Génique, en entendant ce récit, supposa que ce devait être la retraite de sa femme. Il se dirigea vers la mer avec son chien et son chat. Arrivé au bord de la mer, il dit au chien « Tu sais bien nager. Et toi, minet, tu es leste. Assieds-toi sur le dos du chien, il te portera jusqu'à cette maison. Là, il se cachera près de la porte. Toi, pénètre en cachette jusque dans la chambre et tâche de t'emparer de ma montre. » Sitôt dit, sitôt fait.
Les deux animaux traversèrent la mer. Le chien se cacha près de la maison. Le chat pénétra dans la chambre. La princesse le reconnut et devina pourquoi il venait. Elle emporta la montre à la cave et l'enferma dans un coffre. Le chat s'était faufilé dans la cave. La princesse partit. Montminet gratta le coffre si fort qu'il fit un trou. Puis il prit la montre entre ses dents et attendit tranquillement la venue de la princesse. À peine eut-elle ouvert la porte, crac! Voilà mon chat dehors et la montre aussi. Le minet, une fois sorti de la maison, dit au chien : « Nous allons traverser la mer. Fais bien attention de ne pas me parler durant la traversée. » Le chien tint bonne note de la recommandation et ne dit rien. Mais en arrivant près du rivage, il ne put s'empêcher de demander : « As-tu la montre ?» Le chat ne répondit rien. Il avait peur de laisser tomber le talisman. Arrivé au rivage, le chien répéta sa question. « Oui, dit le chat. » Et la montre tomba dans la mer. Voilà nos deux animaux en train de s'accuser mutuellement. Ils regardent d'un œil mélancolique l'endroit où le trésor est tombé. Tout à coup, un poisson arrive près du rivage. Le chat le saisit. Ils vont le dévorer. « J'ai 9 petits-enfants, dit le poisson. Laissez la vie à un père de famille. »« Soit, mais va nous chercher la montre. » Le poisson fit la commission et ils rapportèrent le trésor à leur maître. Génique frotta la montre et souhaita que la maison de la princesse s'engloutît dans la mer avec tous ses habitants. Sitôt dit, sitôt fait. Génique s'en retourna chez ses parents, et lui, la montre, le chat et le chien vécurent heureux et inséparables jusqu'à leur dernier jour. Le poisson d'or, conte russe. Sur la mer Océan, dans l'île de Bouillane, s'élevait une petite cabane. Dans cette cabane vivait un vieillard et sa femme. Ils étaient fort pauvres. Le mari avait un filet et pêchait des poissons. C'était sa nourriture quotidienne. Une fois, il jeta son filet, et quand il le retira, le filet était lourd, plus lourd qu'il n'avait jamais été. Il eut grand-peine à le soulever. Il regarde, le filet est vide. Pourtant, il y découvre un petit poisson, mais un poisson comme il y en a peu. Un poisson d'or. Le poisson, avec une voix humaine, se met à supplier le pêcheur. « Ne me prends pas, vieillard, renvoie-moi dans la mer bleue, je me mettrai à ton service. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. » Le bonhomme réfléchit et répond. « Va, je n'ai pas besoin de toi, va te promener dans la mer. » Il jette le poisson d'or et s'en retourne à la maison. Sa femme lui demande. « Bonhomme, as-tu fait bonne pêche ?» En tout et pour tout, un petit poisson d'or, et je l'ai rejeté dans la mer. Il me faisait de si belles prières. « Renvoie-moi, disait-il, dans la mer bleue. Je me mettrai à ton service, je ferai tout ce que tu me demanderas. » J'ai eu pitié de lui, je ne lui ai pas réclamé de rançon. Je l'ai mis gratis, en liberté. « Vieil imbécile, tu avais la fortune dans la main et tu n'as pas su t'en servir. » La vieille se met en colère. Elle tourmente son mari du matin au soir. Elle ne lui laisse pas une minute de repos. « Si du moins tu lui avais demandé du pain à ce poisson, nous n'allons plus avoir même une vieille croûte à nous mettre sous la dent. Que mangeras-tu » Le vieillard perd patience. Il s'en va trouver le poisson d'or pour lui demander du pain. Il arrive au bord de la mer et crie de toute sa force. « Poisson d'or! Poisson d'or! Viens à moi! La queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » Le poisson arrive au rivage. « Vieillard, que veux-tu » ? « Ma femme est en colère. Elle m'envoie te demander du pain. »« Va-t'en à la maison, bonhomme. Tu y trouveras du pain en abondance. » Le vieillard revient. « Eh bien, y a-t-il du pain ?»« Tant qu'on veut. Mais voilà le malheur. Le baquet est cassé. Je ne sais où laver mon linge. Va trouver le poisson d'or. Demande-lui un baquet nouveau. » Le vieillard s'en va au bord de la mer. « Poisson d'or, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. »
Le poisson d'or arrive. « Bonhomme, que veux-tu ? » ?»« C'est ma femme qui m'envoie. Elle demande un nouveau baquet. »« Fort bien. Vous l'avez. » Le vieillard retourne chez lui. Il n'était pas encore arrivé à la porte. Sa femme lui crie. « Va-t'en, vieillard, trouvez le poisson d'or et prie-le de nous bâtir une nouvelle cabane. Tu vois bien que la nôtre tombe en ruine. » Le vieillard s'en retourne au bord de la mer. « Poisson d'or, viens à moi. »« Que veux-tu ? » demande le poisson. « Bâtis-nous une nouvelle cabane. Ma femme est de mauvaise humeur. Elle ne veut plus, dit-elle, vivre dans une vieille cabane qui tombe en ruine. »« Ne t'inquiète pas, bonhomme, retourne à la maison et prie Dieu, tout sera fait. » Le vieillard revient. Dans sa cour se dresse une maison toute neuve, en chêne, avec des ornements dentelés. La vieille vient au-devant de lui. Elle est encore plus en colère, elle crie plus encore. « Vieille imbécile, tu ne sais pas profiter de la fortune. Tu demandes une cabane nouvelle et tu crois avoir fait un beau coup. Va-t'en trouver le poisson d'or, dis-lui. Ma femme ne veut plus être une simple paysanne. Elle veut être archiduchesse, commandée aux bonnes gens et qu'on lui fasse de grandes révérences. » Le vieillard retourne à la mer et fait la commission. « C'est bien, lui dit le poisson. Retourne à la maison et prie Dieu, tout sera fait. » Le vieillard revient, et au lieu d'une cabane, qu'aperçoit-il ? Une grande maison en pierre, à 3 étages, des laquais fourmillent dans la cour, des cuisiniers dans la cuisine, et sa femme, vêtue d'un riche costume brodé d'or et d'argent, est assise et donne des ordres. « Bonjour, ma femme. » Voyez un peu le rustaud qui m'appelle sa femme, moi, l'archiduchesse. Oh là, hé, qu'on me l'emmène à l'écurie et qu'on le fouette d'importance. Les laquais accourent, empoignent le bonhomme, l'emmènent à l'écurie et le régalent de coups, mais tant et si bien qu'il peut à peine se tenir. Après ce bel exploit, la vieille fait de son mari le portier de la maison. Elle lui fait donner un balai et lui commande de balayer la cour et d'aller manger et boire dans la cuisine. Dure vie pour le pauvre bonhomme, balayer la cour toute la journée. Et si elle n'est pas propre, gare à l'écurie. Quelle sorcière, pensait le pauvre diable. Elle a le bonheur en partage et elle s'y roule comme une... Voilà maintenant qu'elle ne veut plus de moi pour mari. Au bout de peu de temps, la vieille se dégoûte d'être archiduchesse. Elle fait venir le bonhomme et lui dit « Vieille imbécile, va-t'en trouver le poisson d'or, dis-lui. Ma femme ne veut plus être archiduchesse, elle veut être impératrice. » Le vieillard fait la commission. « Fort bien, dit le poisson, sois sans inquiétude, va à la maison, prie Dieu, tout sera fait. » Le vieillard revient chez lui. Au lieu de la maison magnifique, il trouve un palais avec un toit d'or. Des sentinelles entourent le palais et empêchent d'y entrer. Derrière s'étend un vaste parc, devant une prairie verdoyante. Sur la prairie, des troupes sont rassemblées. La vieille, habillée en impératrice, se montre sur le balcon avec les généraux et les boyards. Elle passe les troupes en revue. Les tambours battent au chant, la musique résonne, et les soldats crient « Hurrah !» Au bout de peu de temps, la vieille se dégoûta d'être impératrice. Elle ordonna d'aller chercher le vieillard et de le présenter devant sa splendeur. Voilà tout le monde sans dessus-dessous. Les généraux s'inquiètent, les boyards courent. Quel vieillard! Comment est-il? À la fin, on le découvre dans une cour de derrière. On l'emmène auprès de l'impératrice. « Écoute, vieille imbécile, va trouver le poisson d'or, dis-lui. Ma femme ne veut plus être impératrice, elle veut être reine des eaux, commandée à toutes les mers et à tous les poissons. » Le vieillard veut refuser. « Va tout de suite, ou je te fais couper la tête. » Il prend courage, s'en va au bord de la mer et crie « Poisson d'or, petit poisson d'or, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » Le poisson d'or ne paraît pas. Le vieillard l'appelle une seconde fois. Le poisson d'or continue de ne point paraître. Il l'appelle une 3e fois. La mer écume, s'agite. Tout à l'heure, elle était blanche et claire. Maintenant, la voici toute noire. Le poisson d'or arrive au rivage. « Que veux-tu, vieillard ?»« Ma femme devient folle. Elle ne veut plus être impératrice.
Elle veut être reine des mers, régner sur toutes les eaux, commander à tous les poissons. » Le poisson d'or ne répondit rien au vieillard et disparut dans le fond de la mer. Le vieillard revient au palais, il regarde, il ne peut en croire ses yeux. Plus de palais. À sa place s'élève une vieille cabane. Dans la cabane est assise une vieille femme avec une robe déchirée. Et ils recommencèrent à vivre comme au temps passé. Le vieillard se remit à pêcher, mais il eut beau jeter ses filets dans la mer, il ne retrouva plus le poisson d'or. Le bâton enchanté. Conte bohème. Un paysan avait 3 fils. Le plus jeune était considéré comme le plus sot, et ses frères se moquaient souvent de lui. Quand le fils aîné fut arrivé en âge de se suffire, son père l'envoya courir le monde et gagner sa vie. Il rencontra un bon vieillard qui lui offrit de garder ses moutons. Il accepta. Au bout d'une année, le vieillard le congédia et lui donna pour prix de ses peines un mouton, blanc comme neige. Toutes les fois que tu lui diras « Mouton, secoue-toi », il tombera de sa laine des pièces d'or. Le gars remercia 1000 fois et se mit en route pour retourner chez lui. À peine entré dans le bois le plus proche, il voulut essayer la vertu merveilleuse de son mouton. Aux paroles magiques, le mouton se secoua, et de sa laine blanche, il tomba une pluie de pièces d'or. L'heureux berger les ramassa et s'en retourna tout joyeux chez lui. Il comptait en esprit ses richesses et se voyait déjà vivant comme un prince. Vers le soir, il arriva à une auberge et y entra pour y passer la nuit. Il fit appeler aussitôt l'aubergiste et lui recommanda de bien faire garder son mouton à l'écurie. Surtout, ajouta-t-il très imprudemment, gardez-vous bien de lui dire « Mouton, secoue-toi ». Puis il se fit préparer un bon souper et alla se coucher. L'aubergiste était fort curieuse. Pourquoi ce voyageur avait-il défendu de dire certaines paroles à son mouton? Cette question l'inquiétait. Dès que tout le monde fut couché, elle alla trouver le mouton et s'empressa de lui dire « Mouton, secoue-toi ». Étrange spectacle. Les pièces d'or se mettent à pleuvoir comme des flocons de neige. L'aubergiste n'en croyait pas ses yeux. « Ah, si j'avais un mouton comme celui-là, pensait-elle, au lieu de ce misérable bouchon, je ferais bâtir un grand hôtel à l'enseigne du mouton prodigieux. Non, cela me trahirait. Les grands seigneurs logeraient chez moi et moi, au lieu de les servir moi-même, j'aurais tout un bataillon de garçons et de servantes qui m'appelleraient madame et exécuteraient mes ordres. Mais au fait, j'ai un mouton tout semblable, de même taille et de même laine. Je peux bien le substituer à celui-ci. Le nigaud qui dort là-haut n'y verra rien, et s'il s'en aperçoit d'ailleurs, je saurai bien le faire taire. » Sitôt dit, sitôt fait. Le lendemain matin, notre jeune berger partit avec un mouton qui n'était pas le sien. À peine arrivé à la maison, il se mit à raconter ses richesses. Il croyait éblouir son père et ses frères par l'aspect du miracle. « Mouton, secoue-toi » Mais le mouton ne se secoua point. « Secoue-toi » répétait son maître d'une voix désolée. Rien. À la fin, il eut recours au cou, mais il ne put tirer de la pauvre bête que des bêlements plaintifs. Adieu, les beaux rêves. Notre berger dut reprendre du service et renoncer à la vie princière qu'il avait espérée. Peu de temps après, le second fils partit à son tour pour courir le monde. Il rencontra le même vieillard et servit chez lui 1 année. Au bout de ce temps, ce bon maître lui donna pour son salaire une serviette. « Toutes les fois, lui dit-il, que tu étendras cette serviette en disant « Serviette, serre-moi », tu la verras se couvrir des vins les plus délicats et des mets les plus exquis. À peine arrivé dans le bois le plus proche, notre gars voulut essayer les vertus merveilleuses de sa serviette. Il prononça les paroles sacramentelles et vit apparaître un repas magnifique. Il soupa de grand cœur et se remit en marche. Sur le soir, il arriva devant un magnifique hôtel qui paraissait tout nouvellement décoré. Il s'y arrêta,
L'hôtel était plein de voyageurs de distinction, et l'on ne put offrir au berger que l'hospitalité d'une salle commune où couchaient ensemble domestiques, rouliers, colporteurs. En un mot, tout le menu fretin des voyageurs. Notre gars craignait fort de perdre sa serviette en ce tohu-bohu. Il se mit à chercher la maîtresse de l'hôtel. Il la trouva dans la cuisine, donnant ses ordres à 20 marmitons qui faisaient rôtir, griller, bouillir, frire et sauter toute espèce de viande fort appétissante. La dame avait l'air grave et se promenait majestueusement, les mains dans les poches de son tablier. Notre gars s'approcha d'elle humblement, chapeau bas, et il la supplia de vouloir bien prendre sa serviette en dépôt. Surtout, ajouta-t-il, aussi simplement que son aîné, « Ayez soin de ne point lui dire « Serviette, serre-moi ». L'hôtelière prit la serviette et l'emporta dans sa chambre. Quand tout le monde fut endormi, elle n'eut rien de plus pressé que de lui dire « Serviette, serre-moi ». Quel ne fut pas son étonnement de voir la table se couvrir des vins les plus exquis, des mets les plus délicats. Elle faillit s'évanouir de bonheur. Ce serait pourtant, pensa-t-elle, un joli meuble d'hôtel qu'une pareille serviette. Elle m'épargnerait un cuisinier, voire même une cuisine, et les voyageurs seraient toujours contents. Au fait, pourquoi ne garderais-je pas cette serviette ? J'en donnerai une autre toute pareille à cet imbécile, il ne s'apercevra de rien. Et quand même, je le ferai mettre à la porte par mes domestiques. Sitôt dit, sitôt fait. Notre gars partit de l'auberge avec une serviette qui n'était pas la sienne. Arrivé chez lui, il raconta comment il avait servi chez un respectable vieillard, et comment ce vieillard lui avait donné une serviette merveilleuse. Il l'étendit sur la table et lui dit « Serviette, serre-moi ». La serviette ne bougea point. « Je l'aurais étalée à l'envers, pensa-t-il, et il la retourna de l'autre côté. « Serviette, serre-moi ». « Mais serre-moi donc, ou je te déchirerai en morceaux !» Plaintes et menaces, rien n'y fit. Le garçon vit qu'on l'avait volé. Il soupçonna bien son hôtesse, mais que faire ? Il dut reprendre du service chez un riche voisin. Enfin vint le tour du cadet, de celui que tout le monde regardait comme un niais. Il partit à son tour. En voilà un qui fera de belles affaires, dirent par moquerie ses frères en le voyant partir. Il rencontra le même vieillard qui le prit à son service et le chargea de paître ses moutons. Il le servit pendant 1 an. Quand le vieillard lui offrit son salaire, il lui raconta les mésaventures de ses frères et le pria de lui faire un cadeau qui lui permit de punir l'infidèle aubergiste et de reconquérir le mouton et la serviette. « Tiens, prends mon bâton, toutes les fois que tu lui diras « Suce, bâton, suce au garçon, attrape et tape !» Il frappera ceux que tu lui recommanderas. Dès que tu le rappelleras, il cessera de frapper. Le cadet remercia poliment. En revenant par la forêt, il rencontra 2 voleurs qui se jetèrent sur lui, mais il eut le temps de crier « Suce, bâton, suce au garçon, attrape et tape !» Le bâton se mit à frapper si rudement et si vivement les voleurs qu'ils prirent la fuite. Le cadet savait ce qu'il lui fallait savoir. Il reprit son bâton et se mit en route pour l'hôtellerie. Il la trouva pleine de monde. Seulement dans la cuisine, il n'y avait ni cheminée, ni fourneau. On apportait directement les mets de la chambre de l'hôtelière. Là, une table était dressée, et sur la serviette blanche qui la couvrait, s'étalaient les plats les plus délicats. Notre gars entra chez elle, et la pria poliment de vouloir bien garder son bâton. Surtout, ajouta-t-il, n'ayez garde de lui dire « Suce, bâton, suce au garçon !» Voilà l'hôtesse enchantée. Elle eut à peine la patience d'attendre que tout le monde fût couché. Elle s'approcha du bâton merveilleux, et d'une voix émue « Suce, bâton, suce au garçon !» Mais voici bien une autre histoire. Il lui tombe sur le dos une grêle de coups, une grêle. L'hôtesse pousse des cris épouvantables. Tout le monde accourt, on cherche à arrêter le maudit bâton. Mais quiconque y touchait recevait une correction qui lui ôtait l'envie d'y revenir. Enfin, le propriétaire du bâton arriva à son tour.
L'hôtesse le supplia d'avoir pitié d'elle et de finir son supplice. « J'y consens, dit-il, mais à une condition, c'est que tu me rendras le vrai mouton blanc et la vraie serviette enchantée. » L'hôtesse n'était pas contente, mais le bâton ne s'arrêtait pas. Il fallut bien qu'elle y consentît. Notre cadet revint donc chez lui, avec le mouton, la serviette et le bâton. Je laisse à penser s'il fut bien accueilli et si ses frères regrettèrent de l'avoir méconnu. Et désormais, ils vécurent heureux ensemble. Il ne leur manquait plus rien. Le mouton leur donnait de l'or, la serviette fournissait leur table, et le bâton rossait impitoyablement quiconque se permettait d'envier ses trésors. Le loup Nigaud, conte de la petite Russie. Il y avait une fois un pauvre loup. Il ne savait rien prendre. Il allait crever de faim. Il s'en fut trouver Dieu et lui demander à manger. Il arrive chez Dieu et se présente à lui, si misérable qu'on ne pouvait l'être plus. « Seigneur Dieu miséricordieux, donne-moi à manger ou je crèverai de faim. »« Que veux-tu manger ? » ?»« Ce qu'il te plaira. »« C'est bon. Va là-bas, dans la prairie. La jument du pop est en train de paître. Mange-la. » Le loup s'en va. Hop, hop. Il fallait voir comme il courait. « Bonjour, jument. Dieu m'a dit de te manger. »« Toi ? Me manger ? Qui donc es-tu ? » ?»« Le loup. »« Tu mens ? Tu n'es qu'un chien. »« Mais si, un loup. »« Un loup. Soit. Eh bien, par quel côté vas-tu commencer à me manger ? » ?»« Par la tête. »« Eh, non pas, mon loulou. Si tu veux me manger, commence par la queue. Pendant que tu mangeras ma croupe, je continuerai de paître. Cela m'engraissera. »« Fort bien, dit le loup. Et le voilà qui se met en devoir d'attaquer la queue. La jument lui flanque une ruade qui lui met le museau en marmelade et lui fait voir 36 chandelles. Il fallait voir la jument, ruant à droite et à gauche, debout sur les pieds de devant. Le loup va s'asseoir dans un coin. Imbécile, nigaud que je suis, pourquoi ne l'avoir pas empoigné à la gorge ? Il s'en retourne trouver Dieu. Seigneur miséricordieux, donne-moi quelque chose à me mettre sous la dent, ou je crèverai de faim. Comment ? Tu n'as point tué assez de la jument ? Belle affaire, vraiment, de l'écorcher vivante. Elle a failli me briser les mâchoires. Alors Dieu lui dit : Va dans la vallée, là, paie un gros bélier, mange-le. Le loup s'en alla. Le bélier paissait en effet dans la vallée. Bonjour, bonjour, bélier, Dieu m'a dit de te manger. Me manger ? Qui donc es-tu, toi ? Un loup ? Tu mens, tu es un chien. Mais si tu es un loup, comment feras-tu pour me manger ? Comment ? Je commencerai par la tête. Hé, loulou, mon ami, écoute, si tu veux me manger, mets-toi là, en haut du talus, ouvre la bouche, j'y sauterai de moi-même. Le loup s'assied sur le talus, ouvre une grande gueule et attend. Le bélier bondit, lui enfonce les cornes dans le nez, et maître loup dégringole en bas du talus. Il se ramasse, va s'asseoir, et se met à penser. Oh, imbécile, ah, nigaud que je suis ! Où a-t-on jamais vu que la viande vivante sauta d'elle-même dans la gueule du loup ? Il s'en retourne trouver Dieu. Seigneur Dieu, donne-moi quelque chose à manger. Imbécile, que faire de toi ? Tiens, là-bas sur la route, un homme a laissé tomber du lard. Il est à toi, il ne t'échappera pas. Le loup court et trouve le lard. Il s'assied et réfléchit. Manger le lard, c'est bien, mais il est salé, j'ai déjà soif. Allons d'abord boire. Pendant qu'il est à la recherche du ruisseau, l'homme s'aperçoit qu'il a perdu son lard, revient sur ses pas et le ramasse. Le loup arrive. Plus de lard. Il s'assied et se mit à pleurer. Oh, imbécile ! Oh, nigaud que je suis ! Pourquoi diable aller boire avant d'avoir mangé ? Il retourne chez Dieu. Tu m'ennuies à la fin, lui dit le Seigneur, avec ton éternel appétit. Tiens,
va-t'en là-bas, près du village. Il y a un pourceau qui broute. Mange-le. Le loup s'en va. Bonjour, pourceau. Dieu m'a dit de te manger. Qui donc es-tu, toi qui vas me manger? Un loup? Tu mens. Tu es un chien. Non, un loup? Comment un loup n'aurait-il rien à manger? Rien, absolument. Eh bien, écoute, assieds-toi sur moi. Je te mènerai au village. On élit en ce moment les autorités. Peut-être te choisira-t-on? Parfaitement. Mène-moi. Il s'assied sur le cochon. On arrive au village. Le pourceau grogne. Le loup a peur. Pourquoi cries-tu ainsi? Je convoque l'assemblée pour ton élection. Les paysans sortent de la chaumière, qui avec un fléau, qui avec une pioche, qui avec une pelle. On tombe sur le loup. Il détale à grand-peine. Il s'en va tout droit chez Dieu et recommence son refrain. Seigneur miséricordieux! Va-t'en là-bas, lui dit le Seigneur. Un tailleur passe sur la route. Attaque-le et mange-le. Il s'en va. Il tenait à peine sur ses pattes. Il arrive sur la grande route. Hé! Bonjour, l'homme! Bonjour. Dieu m'a dit de te manger. Qui es-tu pour me manger? Un loup. Tu mens. Tu es un chien. Tu es trop petit pour un loup. Laisse-moi te mesurer. Il empoigne la queue du loup, la tourne autour de sa main, tire dessus. Le loup est hors d'haleine. Le tailleur arrache la queue. Une archine de long, dit-il. Fou de douleur, le loup se sauve. Cette fois, je n'irai plus chez Dieu. Je vais aller trouver mes confrères les loups. Il leur raconte ses mésaventures et les loups de courir après le tailleur. Que faire? Le tailleur aperçoit un arbre, grimpe dessus. Voilà les loups furieux, ils entourent l'arbre en grinçant des dents. Frère, dit le nigaud, savez-vous ce que nous ferons? Je vais me tenir debout contre l'arbre, vous monterez sur moi l'un après l'autre en vous faisant la courte échelle. Nous aurons ainsi raison de ce brigand-là. Les voilà montés, les uns sur les autres. Ha ha! Crie le plus haut. Maudit tailleur, nous allons te manger! Petit loulou, mes amis, ayez pitié de moi, ne me mangez pas. Non, non, descends. Un instant, permettez-moi de prendre au moins une dernière prise de tabac. Il prend sa prise. Il éternue. Hatchi, hatchi. Le nigaud, qui est tout en bas, s'imagine qu'il a dit Archine, Archine, qu'il va prendre mesure au loup. Il s'affaisse de terreur. Tous les loups dégringolent. Ils détalent. Ils courent après lui, le mettent en morceaux. Pendant ce temps-là, le tailleur descend de l'arbre et rentre chez lui en remerciant Dieu de l'avoir arraché à la gueule du loup. Bonjour et bienvenue dans ce 4e vlog lecture, je crois bien, sur les contes slaves, contes populaires slaves, une traduction de Louis Léger. On en a lu 6. J'ai choisi d'en lire 6, bon, ça fait assez long peut-être, mais enfin ça fait long, ça fait beaucoup de contes différents, mais c'était pour justement qu'il y ait une certaine longueur de vidéo et puis pour avancer aussi dans le recueil. Et il me semble que derrière il va y en avoir. Il me semble que derrière, il va rester à peu près 2 samedis. Et ensuite, on quittera Louis Léger et les Slaves. Et on partira peut-être vers d'autres contrées. Je sais pas. On a lu L'Esprit du mort, un conte polonais. J'ai trouvé ça intéressant. Le fait que donc un clerc, je sais pas si c'est un étudiant ou un religieux, je sais plus exactement ce que ça veut dire, qui découvre le corps d'un homme qui n'avait pas été enterré et paye pour son enterrement. Et en récompense, en fait, cet esprit va lui filer un coup de main. Et on a quelque chose d'assez répétitif aussi avec l'histoire de la transformation en 3 animaux différents, etc. Que lui-même va mourir, que le mort va le ressusciter. Je l'ai trouvé assez classique, mais il y avait le côté très fantastique du conte, fantasy même, que je trouvais sympa, ma foi. Il y a le côté prédestiné aussi avec la princesse qui repère que il y a un chevreuil, non, qu'il y a une corneille, un chevreuil et un lièvre, et qui va leur piquer des plumes ou du pelage, enfin des poils,
Et ce qui fait que quand il se retransforme en ces animaux-là, elle peut lui restituer en fait ses plumes et ses poils et pour qu'on sache son identité. Donc un moment, il y avait une question enfin il y a une quête d'identité dans ce conte-là, vérifier en fait la bonne identité. Et on a un menteur qui finit pas bien parce que rien de tel qu'un bon écartèlement pour commencer les contes slaves, ma foi. Enfin donc ça a fini en... J'ai l'impression qu'on avait quand même quelques contes où il y avait pas mal de violence entre les bastonnades et tout ça. Là on en avait pas mal. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et en fait j'aime bien le côté assez répétitif, presque comptine. Mais un côté comptine qu'on va retrouver dans d'autres contes aussi. On a lu La misère qui était un conte polonais. Je l'ai trouvé super touchant. En fait, ça fait quelque temps là que je me disais au final dans les mythologies, les personnifications de sentiments, d'émotions, l'amour, etc. Le Là on est sur la misère, donc là on est plus sur la condition de l'homme. Et je la trouvais assez touchante, cette histoire-là. À un moment, j'ai pensé, comme il y avait du bruit derrière le poêle, je me demandais si c'était pas l'esprit du poêle dont j'ai oublié le nom. Je me demande si c'est pas le domovoy. Le génie familier de la maison Domovoy est originellement celui du feu du foyer. Il se fonde sur l'usage de déposer dans la nouvelle maison un feu pris dans la précédente et sur celui d'offrir au Domovoy un pot de gruau recouvert de braise le 28 janvier. Le Domovoy s'apparente donc au lard romain. Donc il est dit maître de la maison. C'est une créature que je connaissais déjà. Je sais plus exactement dans quoi, mais que j'ai vu dans donc une trilogie que je vous conseille enfin vraiment vraiment de lire. C'est la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne, qui a vécu quelques années en Russie, qui a enseigné là-bas, il me semble bien. Je crois qu'elle y vit encore. Je crois qu'elle vit en Sibérie. Et je pense qu'elle devait enseigner au niveau littérature russe ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un d'assez érudit sur la culture russe. Et la trilogie d'une nuit d'hiver, on a en parallèle une histoire qui se passe au XIIIe ou XIVe siècle, donc dans la Russe médiévale, qui est un peu ravagée par les Tatars, qui demandent des rançons, mais qui ravagent quand même les villages. Et d'un autre côté, on a aussi une guerre qui se profile entre différents génies, esprits, dieux anciens, qui sont de plus en plus oubliés. Et on a aussi l'émergence en fait de plus en plus de la religion orthodoxe, donc chrétienne orthodoxe, et de prêtres qui sont complètement fanatiques. Et ça fait un mélange assez détonnant. C'est une très belle histoire. C'est trois livres qui doivent faire 350-400 pages, un truc comme ça, chacun. Et ça se lit très bien. Donc je peux vous les conseiller, je pense, à partir du lycée à peu près. C'est un petit peu violent peut-être pour avant. C'est on a des gens enfin on est avec des gens qui vivent dans des conditions assez terribles et les conditions terribles de vie font que certaines décisions sont aussi terribles. Donc pas aux plus jeunes. Je pense qu'au lycée ça marche. Ensuite, on a lu donc oui, il y avait La misère qui était un conte polonais aussi. Parce que je crois bien que le premier c'est un conte polonais. Exact. La misère devait suivre en quelque sorte ces pauvres gens qui avaient été maltraités par le propriétaire du village. Je trouve ça assez étonnant, ce terme de propriétaire du village. Je me demande si c'est pas un fameux boyard. Donc, vous avez dû entendre le mot boyard dans un conte précédent. Louis Léger l'écrit B-O-I tréma A-R. Moi, je l'ai vu dans la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Donc, je l'ai vu écrit B-O-Y-A-R-D. Ce sont en fait de petits seigneurs, de petits propriétaires terriens, dans un espèce de système assez féodal en fait, qui vont avoir donc plusieurs terres,
Et les gens qui vivent sur cette terre-là leur doivent un loyer, un peu d'argent, etc., les protéger. Euh, et le seigneur, en gros, il décide. Donc on est, je trouve, dans un système qui est assez féodal. Faudrait que je révise un peu le Moyen-Âge, ça m'intéresserait. Et donc on a cette espèce de misère qui, au final, qui est un peu condamnée à être misérable parce qu'elle a une apparence misérable même si elle est assez jolie fille, mais une assez jolie fille famélique qui crève la dalle quoi, et qui doit accompagner sa famille, la famille qu'elle suit depuis toujours. Et souvenez-vous de ce que je viens de lire là sur le domovoy. Le domovoy, on, on lui donne en fait... Non, quand on déménage dans un nouveau foyer, on y apporte le feu de l'ancien foyer. Parce qu'on y apporte en fait le domovoy. Et là, c'est un peu la même chose. Sauf que là, c'est un esprit qui est peut-être plus négatif parce que il implique il implique la misère, la pauvreté, tout ça. Et donc je comprends tout à fait que le laboureur très pauvre ait décidé de la laisser derrière lui. Et je trouve ça d'autant plus mignon qu'à la fin, le seigneur du village, enfin le seigneur de l'ancien village, qui a trouvé cette jeune fille pauvre dont les doigts étaient emprisonnés dans un billot, ça doit piquer, qu'il la délivre en fait et qu'il l'épouse, même s'il perd toute sa fortune. Quelque part, il y a quelque chose de très joli dans le fait que l'amour est peut-être plus important que l'argent. Et est-ce que aussi, quelque part, on peut pas choisir de laisser la misère derrière soi? Ce qui est pas facile. Vous avez 4 heures. Mais ouais, c'est un conte très court, mais que j'ai trouvé vraiment mignon. J'ai aimé. La montre enchantée. La montre enchantée, donc ah oui, c'était Génic. Alors Génic, ça s'écrivait Jenik. C'est Jeannot. C'est Jeannot en fait. J'ai l'impression que Jeannot, c'est un peu une figure de conte. J'ai dû le voir un peu à droite à gauche et c'est souvent le nigo entre guillemets qui s'appelle Jeannot. Donc Jeannot, il sauve un chien, un chat et un serpent. On trouve un serpent qui demande à retourner en fait au royaume des serpents, voir le roi des serpents. Souvenez-vous, on a déjà vu un conte où le roi des serpents donnait le don de comprendre le langage des animaux à un homme. Mais il fallait qu'il ne dévoile pas ce secret-là. Donc on a un peu un espèce de serpent gardien de trésors, c'est plus joli, qui offre un objet magique. Et une montre un petit peu en mode de lampe magique où quand on frotte et qu'on fait un vœu, poum, le vœu se réalise. Et Jeannot, il a des vœux qui sont assez simples, hein. Il veut à manger, il veut une maison, il veut de la belle vaisselle. Je trouve assez triste que son père, en fait, son père et ses frères se moquent de lui, le repoussent, etc. Je trouve ça un petit peu tristou. Et une fois que le serpent, il est... Oui, donc il rencontre la jeune femme, et c'est le chien et le chat qui lui permettent de retrouver la montre. Et au final, Jeannot, il retourne chez lui, avec ses deux amis, le chat, le chien, et la montre. Je trouve ça assez mignon. Mais après, le côté un petit peu tristou, c'est qu'il retourne dans un environnement où on se moque de lui. Et peut-être que parce qu'il vient avec un objet magique, on va on va plus l'apprécier parce il a quelque chose d'extraordinaire. Alors que quelque part, il y a un côté qui n'était pas suffisant en fait pour être apprécié, être aimé. Donc c'est un peu tristou quoi. Le poisson d'or, encore une fois un poisson. Alors l'île de Bouillan, c'est B-O-I tréma A-N, Bouillan, Bouillane. Moi je l'ai prononcé un peu à la Brézou, à la bretonne, Bouillanne. Je suis pas du tout bretonnante. Hein. Donc le poisson d'or, ça je l'ai entendu. Je me demande si c'était pas dans un Andersen. C'est un conte russe, Danemark, c'est proche. Hollande, je sais plus. Il est danois, je crois.
C'est proche, donc je pense que c'est un conte qui a voyagé un petit peu et que Andersen a chopé aussi. Avec cette vieille mégère, en gros, qui veut toujours plus de ce poisson qui exauce les vœux. Et le pauvre vieillard qui continue à le faire, qui continue à le faire. Mais je me demande si je l'ai pas entendu, peut-être dans les Mille et une nuits. Si quelqu'un a entendu assez récemment les Mille et une nuits, parce que j'ai lu un volume, n'hésitez pas à me redire. Mais il était cool, cette histoire-là était cool. Et au final, je crois que dans l'autre conte, il y avait une fin un peu identique où à chaque fois la vieille femme demande plus et plus et plus. Dans l'autre conte, il me semble bien que au final, le vieillard, c'était peut-être pas un vieillard, il change de femme à la fin. Alors que là, il retourne enfin, le conte fait une boucle et il retourne à la situation initiale, qui est assez classique aussi dans les contes, il me semble. Parce que je commence à en avoir lu pas mal. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de commencer à lire autre chose. Je réfléchirai. Ou alors on voyagera ailleurs qu'en Russie. On a lu ensuite Le bateau enchanté, qui est un conte bohème. Donc encore encore trois fils, le plus jeune, le plus sot, qui était moqué aussi. C'est le plus sot, mais n'empêche, c'est lui aussi qui sauve les fesses de tout le monde, parce que je crois que j'ai un peu confondu les deux contes. Parce que le premier, il se fait piquer son mouton, le second se fait piquer sa serviette, et le troisième, il a bien capté que on va garder le bâton. Et donc il sauve la peau de tout le monde en ramenant le mouton et la serviette. Et là encore, c'est parce que le sot revient avec des objets magiques que tout le monde vit heureux ensemble à la fin. Donc ça m'agace un peu parce que c'est un peu... ça peut mettre dans la tête d'enfant de l'époque que bah, si t'es pas très malin, eh bien t'as intérêt à être extraordinaire pour être apprécié. Donc c'est un petit peu... C'est un peu triste. Mais j'aime bien ce système de répétition dans les contes qui est assez rigolo. Répétition qui est très 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 répétitive dans le Lounigo, un conte de la petite Russie. Je trouve ça assez drôle qu'à chaque fois, les proies, se demandent si ce loup n'est pas un chien. Mais c'est pas un chien parce que il... Bah après, il a pas l'air très féroce quand même, pour avoir besoin de demander à Dieu de lui filer à manger. Mais à chaque fois, il se fait avoir. Puis surtout, il s'annonce. Coucou, je suis le loup, je vais te manger. Ah bon? Comment ça? Et on a un loup qui est quand même un très très mauvais chasseur. Une fois en meute de loups, là c'est un peu plus fort. Mais, mais même, en fait, il est complètement naze parce qu'à la fin, il prend peur et il se fait tuer parce que tous les loups sont tombés alors qu'il les soutenait. Donc c'est vraiment un gros naze d'un bout à l'autre. Alors si vous voulez, un moment, on parlait d'archine, une archine de long. C'est une mesure russe valant environ 70 cm. Je connaissais pas du tout. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça se prononce peut-être archine. Donc je ne sais point. Je vais m'arrêter là pour ces contes. La semaine prochaine, on lira L'œil qui pleure et l'œil qui rit, un conte serbe. La bavarde, un conte petit russien. Le Reberger, un conte tchèque. Ne forçons point notre talent, un conte russe. La danse du diable, un conte polonais. L'aumône, un conte polonais. Et peut-être bien aussi Les deux frères, un conte slovaque. Ma foi, moi j'aime bien. C'est assez marrant. C'est familier parce qu'il y a, je pense, à des thèmes qui ont voyagé. Ça serait peut-être intéressant justement d'essayer de trouver des contes qui ont moins voyagé parce que sur un autre continent. Je pense à l'Australie, je pense l'Afrique, c'est assez proche encore. Puis je pense à l'Amérique latine par exemple, ou des contes en Amérique, pour voir un petit peu, à voir. Je crois bien que j'ai un recueil de contes du Québec, peut-être du coup des contes aussi autochtones,
à voir. Alors, je suis à 63% du recueil, hein. Donc je suis quasiment à... Je calcule 2/3, parce que je suis nulle à calculer. Donc je m'arrête là parce que ça fait 20 minutes que je cause quasiment. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour ceux qui souhaitent écouter Les Vrilles de la Vigne, qui est un recueil de nouvelles de Colette, j'allais dire Paulette. Un recueil de nouvelles de Paulette. Je crois qu'elles sont assez courtes aussi, donc il y aura peut-être 4-5 nouvelles à chaque fois. Et ça va couvrir 4 dimanches. Et du côté des recueils de contes, comme je vous ai dit, on va être sur... je crois qu'il va rester 2 samedis. On va juste faire une petite entorse au conte. Je pense que je vais caser un petit micro-mégas. C'est pas cette version-là que je lis, mais c'est la même. Un petit micro-mégas juste après Louis Léger, parce que celui-là, il est assez intéressant. Donc c'est une nouvelle qui fait, c'est une nouvelle qui fait une 20aine de pages sur un livre, enfin il y a pas mal de dossiers et de notes là-dedans, et qui est coupé en 7 ou 8 chapitres, un truc comme ça, donc c'est quand même vachement court. J'ai commencé à l'enregistrer, mais je ferai certainement un petit récap en fait d'à la fois les notes de ce bouquin-là et d'une fiche Wikipédia, parce que j'ai appris l'existence de cette nouvelle sur la fiche Wikipédia consacrée à la science-fiction, qui dit donc que, on est quasiment au Petit Prince, que Monsieur le Saturnien, ou peut-être Monsieur le Syrien de Sirius, qui voyage en fait de planète en planète. On est sur un voyage intergalactique en quelque sorte, interplanétaire au moins, donc on est sur de la SF, mais de la vieille SF parce que c'est Voltaire. Donc ça me donnait envie de jeter un œil. Donc pourquoi pas faire un petit Voltaire entre-temps. Je vous souhaite un très bon samedi. À dimanche. Mercredi prochain, je ne sais pas encore quelle vidéo il y aura. On verra. Et à tout bientôt. Salut!